Dans le coin le plus reculé du temps, entre les ombres du connu et de l'inexploré, se trouve un manuscrit perdu renfermant les secrets de l'esprit humain. Aventurez-vous avec nous dans le voyage mystérieux et envoûtant de Le pouvoir mental de Charles F. Haanel, un parchemin de sagesse sauvé des annales du mystère. Imaginez un univers où les pensées dansent comme des lucioles dans la pénombre de l'esprit, créant des constellations de possibilités illimitées. Haanel, un alchimiste sage de l'intellect, dévoile les voiles du mystère pour révéler l'art perdu de la manifestation mentale. Dans cet audio-livre, les murmures de l'inexplicable s'entrelacent avec les paroles de Haanel, vous guidant à travers des passages mentaux cachés, où la réalité et la fantaisie convergent en une symphonie hypnotique. Êtes-vous prêt à démêler les énigmes de votre propre esprit et à découvrir le pouvoir qui sommeille dans les profondeurs de votre être? Plongez avec nous dans Le pouvoir mental et découvrez un monde où la réalité se mêle à la magie. Prologue. Certains hommes peuvent attirer le succès, le pouvoir, la richesse et les réalisations avec très peu d'efforts, tandis que d'autres les conquièrent avec une grande difficulté. Et puis, il y a ceux qui échouent complètement à atteindre leurs ambitions, objectifs et idéaux. Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi certains hommes atteignent facilement leurs ambitions, certains avec difficulté et d'autres pas du tout? La cause ne réside pas dans le physique, car si c'était le cas, les hommes physiquement parfaits seraient les plus réussis. La différence réside dans le mental. L'esprit se constitue en une force créative qui distingue un homme de l'autre. L'esprit surpasse l'environnement et tout obstacle sur le chemin des hommes. Le pouvoir créatif de la pensée prévaut toujours, à condition qu'il y ait une application adéquate, de la diligence et de la concentration. Dans cet audio-livre, l'étudiant découvrira que les lois du monde mental et spirituel sont les mêmes que celles du monde matériel, solide et infaillible. Ainsi, pour obtenir de bons résultats, il est nécessaire de connaître et de respecter la loi. L'élève qui sait que le pouvoir vient de l'intérieur, flanqué seulement de l'aide extérieure, et n'a aucun doute sur sa propre pensée, se redresse, s'affirme et assume une attitude dominante qui peut accomplir des miracles. Dans cette grande science, celui qui n'investigue pas et ne tire pas profit de ses progrès sera en retard, tout comme l'homme qui refuse de reconnaître et d'accepter les bienfaits de l'humanité découlant de la compréhension des lois de l'électricité. Certes, l'esprit crée des conditions négatives et favorables chaque fois que nous visualisons un manque, une limitation et une adversité, généralement de manière inconsciente. Cette loi, comme toute autre, ne discrimine pas les personnes. Au contraire, elle fonctionne toujours et accorde à chaque être humain le résultat de ses actes. En d'autres termes, tout ce que l'homme sème, il le récoltera également. L'abondance repose sur la reconnaissance de ses propres lois, sur le fait que l'esprit est créateur de tout ce qui existe. Rien ne peut être créé avant de savoir que cela peut être créé, et ensuite, la réalisation d'un effort approprié. L'électricité qui existait il y a 50 ans et celle d'aujourd'hui sont les mêmes, mais ce n'était pas un bénéfice pour nous jusqu'à ce que quelqu'un découvre l'utilité de son service. Depuis lors, le monde entier s'illumine grâce à elle. Il en va de même avec la loi de l'abondance. Seuls ceux qui reconnaissent cette loi et s'harmonisent avec elle en bénéficient. L'esprit scientifique règne dans tous les domaines d'effort. On ne néglige plus les relations de cause à effet. Le mouvement d'un segment du droit a marqué une époque dans le développement de l'être humain, éliminant les doutes et les caprices dans la vie des hommes et les remplaçant par la loi, la raison et la certitude. Maintenant, les hommes comprennent que pour chaque résultat, il y a une cause adéquate et définitive. Ainsi, en désirant un certain résultat, on cherche la condition par laquelle il peut être atteint. La base sur laquelle repose toute loi a été découverte par le raisonnement inductif, consistant à comparer une série de cas séparés les uns des autres jusqu'à trouver le facteur commun qui les origine tous. Ce mode d'étude est celui auquel les nations civilisées doivent une grande partie de leur prospérité et de leur connaissance, car il a prolongé la vie en atténuant la douleur, éclairé la nuit avec l'éclat du jour, élargi la portée de la vision, accéléré le mouvement, anéanti la distance,
facilité la communication et a permis aux hommes de descendre dans la mer et de voyager dans les airs. Il n'est pas étonnant que les hommes s'efforcent bientôt d'étendre les bénédictions de ce système d'études à leur mode de pensée. Ainsi, lorsqu'il est devenu évident que certains résultats suivaient une méthode particulière de pensée, il suffit de qualifier ces résultats. Cette méthode est scientifique et est la seule qui nous permettrait de conserver ce degré de liberté auquel nous avons été habitués à considérer comme un fait intransférable, car les gens se sentent en sécurité chez eux et dans le monde. Seulement si la préparation nationale signifie des aspects tels qu'une qualité croissante de la santé, l'efficacité cumulée dans les affaires publiques et privées de tout type. La progression continue de la science et de l'art, ainsi que l'effort pour que tous les aspects du développement national tournent autour de la vie ascendante individuelle et collective, pour laquelle la science, l'art et l'éthique fournissent une orientation et des motifs, constituent la clé maîtresse. Celle-ci repose sur la vérité scientifique et absolue qui déploiera les possibilités latentes en l'individu. Elle enseignera également comment elles peuvent être mises en action à grande échelle pour augmenter la capacité optimale de la personne, apportant une énergie supplémentaire, une perspicacité, une vigueur et une élasticité mentale. L'étudiant qui souhaite comprendre les lois mentales qui émergent entrera en possession d'une capacité à assurer des résultats jusqu'alors inimaginables, avec des récompenses qui ne peuvent être facilement décrites en mots. Cette clé explique l'utilisation correcte des éléments réceptifs et actifs de la nature de l'esprit, instruisant l'étudiant sur la reconnaissance de l'opportunité, renforçant la volonté et les pouvoirs de la raison, tout en enseignant la culture et les meilleurs usages de l'imagination, du désir, des émotions et de la faculté intuitive. Elle donne également de l'initiative, de la ténacité de dessein, de la sagesse de choix, de la sympathie intelligente et une jouissance complète de la vie à ses niveaux les plus élevés. La clé maîtresse enseigne l'utilisation du pouvoir mental réel, pas des substituts et des faux. Ces derniers n'ont rien à voir avec l'optimisme, la magie ou l'un des leurres apparemment fascinants par lesquels beaucoup sont conduits à penser qu'ils peuvent obtenir quelque chose sans rien donner en retour. La clé maîtresse cultive et développe la compréhension qui permet de contrôler le corps et la santé, améliorant et renforçant la mémoire, développant la perspicacité qui est rare, la caractéristique définitive de chaque homme d'affaires réussi, permettant aux hommes de voir les possibilités et les difficultés dans chaque situation, cette qualité qui permet aux hommes de discerner l'opportunité qu'ils ont entre leurs mains. Bien que des milliers ne voient pas les opportunités à portée de main pendant qu'ils s'efforcent dans des situations où, en rien, ils ne peuvent acquérir un rendement substantiel, la clé maîtresse développe le pouvoir mental, ce qui signifie que les autres reconnaissent instinctivement qu'ils veulent faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Cela signifie que vous attirez les hommes et les choses vers vous, que vous êtes ce que certaines personnes appellent la chance, que les choses viennent à vous de votre manière, et vous avez compris les lois fondamentales de la nature en vous harmonisant avec elles, ce qui signifie que vous êtes en accord avec l'infini et comprenez la loi de l'attraction, les lois naturelles de la croissance, les lois psychologiques avec tous les avantages dans le monde de la santé, de la société et des affaires. Le pouvoir mental est créatif. Il vous donne la capacité de créer pour vous-même, ce qui ne signifie pas prendre quelque chose à quelqu'un d'autre. La nature n'agit jamais de cette manière. Elle fait pousser 2 brins d'herbe là où il n'en poussait qu'un, et le pouvoir mental permet aux hommes de faire de même. La clé maîtresse développe la perspicacité et la sagacité, accroît l'indépendance, ainsi que la capacité et la disposition à être utile. Elle détruit également la méfiance, la dépression, la peur, la mélancolie et toute forme de manque et de faiblesse, y compris la douleur et la maladie. Elle découvre les talents enfouis, fournit de l'initiative, de la force, de l'énergie et de la vitalité, éveille l'appréciation du beau dans l'art, la littérature et la science. Elle a changé la vie de milliers d'hommes et de femmes, remplaçant les méthodes incertaines et douteuses par des principes définis, étant la base sur laquelle doit reposer
tout système d'efficacité. Elbert Gary, président de la United States Steel Corporation, a déclaré que les services de conseillers, instructeurs et experts en gestion de la réussite sont indispensables pour la plupart des grandes entreprises. Cependant, je considère que la connaissance et l'adoption des principes corrects sont bien plus importants. La clé maîtresse enseigne les principes corrects et suggère des méthodes pour l'application pratique de ces principes, se distinguant ainsi de tout autre cours d'études. Elle nous enseigne que la seule valeur possible de tout principe est son application. Ceux qui étudient chez eux et assistent à des conférences toute leur vie ne peuvent pas progresser dans la démonstration de la valeur des principes impliqués. La clé maîtresse suggère des méthodes par lesquelles la valeur des principes enseignés peut être démontrée et mise en pratique dans la vie quotidienne. Avant de continuer, je tiens à te demander un service. Ces dernières années, l'habitude de la lecture a diminué radicalement, mais son pouvoir de changer les gens et la société dans son ensemble reste intact. Chez Audiolivre, nous cherchons à mettre à disposition toute la connaissance stockée dans les livres d'une manière différente et ainsi impacter de plus en plus de personnes. Mais seuls, nous ne pourrons pas le faire. Nous avons besoin de ton aide. En t'abonnant, tu deviens l'un d'entre nous et une pièce maîtresse de ce changement. Nous espérons pouvoir compter sur toi. Merci. Il y a un changement de pensée dans le monde. Ce changement se produit silencieusement parmi nous, étant le plus important que quiconque ait connu depuis la chute du paganisme. La révolution actuelle dans les opinions de toutes les classes d'hommes, aussi bien les plus élevés et cultivés que les travailleurs, n'a pas de comparaison dans l'histoire de l'humanité. La science a réalisé de grandes découvertes en révélant l'infini des ressources, dévoilant des possibilités énormes et des forces insoupçonnées. Les scientifiques se sont aventurés à affirmer certaines théories comme établies et indéniables, ou à nier d'autres comme absurdes et impossibles, donnant naissance à une nouvelle civilisation. Les coutumes, les croyances et la cruauté sont laissées de côté, tandis que la vision, la foi et le service prennent leur place. Les chaînes de la tradition sont retirées de l'humanité et les scories du matérialisme sont consumées. La pensée est libérée et la vérité émerge pleinement devant une foule émerveillée. Le monde entier est en train de percevoir une nouvelle conscience, un nouveau pouvoir et sa possibilité dans la réalisation des ressources à l'intérieur de l'être. Le siècle dernier a vu le plus grand progrès matériel de l'histoire. Le présent produira le plus grand progrès dans le pouvoir mental et spirituel. La science physique a résolu la matière en molécules, les molécules en atomes, les atomes en énergie. Cela a conduit Sir Ambrose Fleming à déclarer dans un discours devant la Royal Institution que résoudre cette énergie mentale en son essence ultime peut être incompréhensible pour nous, sauf comme une démonstration de l'opération directe de ce que nous appelons l'esprit ou la volonté. Voyons quelles sont les forces les plus puissantes de la nature. Dans le monde minéral, tout est solide et fixe. Dans le royaume animal et végétal, la force est dans un état de flux, toujours en train de changer, de se créer et de se recréer. Dans l'atmosphère, nous trouvons la chaleur, la lumière et l'énergie. Chaque royaume devient plus subtil et spirituel en passant de la visibilité à l'invisibilité, du grossier au fin, de la basse potentialité à la haute potentialité. Lorsque nous arrivons à l'invisible, nous trouvons l'énergie dans son état le plus pur et le plus volatile. Ainsi, comme les forces les plus puissantes de la nature sont les invisibles, les forces les plus puissantes de l'homme sont les imperceptibles. Sa force spirituelle, qui ne peut se manifester que par le processus de la pensée, qui est la seule activité que possède l'esprit. La somme et la soustraction sont des produits spirituels, tout comme le sont la raison, les idées, les questions, la logique, l'argumentation et la philosophie. Chaque pensée met en action certains tissus physiques et parties du cerveau, comme les nerfs ou les muscles, ce qui produit un changement physique dans la structure. Ainsi, il suffit d'avoir un certain nombre de pensées sur un sujet pour provoquer un changement complet dans l'organisation physique de l'homme. Voici le processus où l'échec se transforme en succès. Les pensées de courage, de puissance, d'inspiration et d'harmonie
sont remplacées par d'autres de défaite, de désespoir, de manque, de limitation et de discorde. Au fur et à mesure que ces pensées s'enracinent, le tissu physique change et l'individu voit la vie sous un nouvel éclairage, constatant que les vieilles choses sont réellement passées et que tout ce qui est nouveau est né de l'esprit, donnant à la vie une nouvelle signification pour lui, engendrant la joie, la confiance, l'espoir et l'énergie. L'homme voit des opportunités de succès, là où il ne voyait rien auparavant, et reconnaît des possibilités qui n'avaient pas de sens auparavant. Les pensées de succès dont il s'est imprégné rayonnent sur ceux qui l'entourent, et ceux-ci l'aident à progresser, à monter en grade, attirant de nouveaux associés prospères, ce qui modifie son environnement de telle manière que, par la simple pratique de la pensée, un homme ne se change pas seulement lui-même, mais aussi son environnement en fonction des circonstances et des conditions. Nous sommes à l'aube d'un nouveau jour. Les possibilités sont merveilleuses et fascinantes, si illimitées qu'elles semblent déconcertantes. Il y a un siècle, n'importe quel homme avec un avion ou une mitrailleuse Gatling aurait pu anéantir tout un corps armé équipé d'instruments de guerre. De nos jours, n'importe quel homme ayant connaissance des possibilités contenues dans la clé maîtresse a un avantage inconcevable sur les autres. Introduction. Première partie, j'ai le privilège de joindre la première partie du système de la clé maîtresse. Si tu veux attirer plus de pouvoir dans ta vie, prends conscience de ce pouvoir. Si tu désires plus de santé, acquiers cette conscience. Si tu cherches plus de bonheur, vis de même l'esprit de ces choses jusqu'à ce qu'elles te reviennent de droit. Alors, il sera impossible de t'en séparer. Les choses du monde sont malléables pour un pouvoir intérieur par lequel elles sont gouvernées. Tu n'as pas besoin d'acquérir ce pouvoir, tu l'as déjà, mais tu veux le comprendre, tu cherches à l'utiliser, tu veux le contrôler, tu tentes de t'en imprégner pour avancer et amener le monde à toi, jour après jour. À mesure que tu avances, chaque fois que tu gagnes de l'élan, à chaque approfondissement de ton inspiration, chaque fois que tes projets se cristallisent pour gagner en compréhension, tu réaliseras que ce monde n'est pas un tas inerte de pierres et de bois. Au contraire, il est vivant, constitué par les cœurs palpitants de l'humanité. C'est une chose de vie et de beauté. Il est évident qu'il faut de la compréhension pour travailler avec ces matériaux, mais ceux qui parviennent à le comprendre sont inspirés par une nouvelle lumière, une nouvelle force qui leur permet de gagner confiance et plus de pouvoir chaque jour. Ils réalisent que leurs espoirs et leurs rêves se concrétisent. La vie a un sens plus profond, plus complet et plus clair qu'auparavant. Première partie. La première partie rassemble certainement tous les plans de l'existence. La perte engendre une autre perte plus grande, c'est totalement vrai. L'esprit est créatif et les conditions, l'environnement et toutes les expériences de la vie sont le résultat de notre attitude mentale habituelle ou prédominante. L'attitude de l'esprit dépend nécessairement de ce que nous pensons, donc le secret de tout pouvoir, de toute réalisation et de toute possession dépend de notre méthode de pensée. C'est vrai parce que nous devons être avant de pouvoir faire, et nous ne pouvons faire que dans la mesure où nous sommes, et ce que nous sommes dépend de ce que nous pensons. Nous ne pouvons pas manifester des pouvoirs que nous ne possédons pas. La seule façon de garantir la possession du pouvoir consiste à prendre conscience que nous l'avons. Nous ne pourrons jamais prendre conscience du pouvoir tant que nous n'apprendrons pas que tout le pouvoir provient de l'intérieur de nous-mêmes. Il y a un monde intérieur, un monde de pensée, de sentiments et de pouvoir, un espace de lumière, de vie et de beauté, et bien qu'invisibles, ces forces sont puissantes. Le monde intérieur est gouverné par l'esprit. Lorsque nous découvrons ce monde, nous trouverons la solution à tous les problèmes, la cause de leurs effets, et comme le monde intérieur est soumis à notre contrôle, toutes les lois du pouvoir et de la possession nous sont également sous contrôle. Le monde extérieur est un reflet du monde intérieur, ce qui apparaît à l'extérieur est ce qui a été découvert à l'intérieur. Dans le monde intérieur, on peut trouver une sagesse infinie, un pouvoir infini et un approvisionnement inépuisable de tout ce qui est nécessaire, attendant leur déploiement, développement et expression. Si nous reconnaissons ces potentialités dans le monde intérieur,
elles feront partie du monde extérieur. L'harmonie dans le monde intérieur se reflète dans le monde extérieur par des conditions harmonieuses, un environnement agréable et meilleur, constituant la base de la santé et une nécessité essentielle pour toute grandeur, pouvoir, accomplissement et succès. L'harmonie dans le monde intérieur signifie la capacité de contrôler nos propres pensées et de déterminer par nous-mêmes comment chaque expérience nous affecte. L'harmonie dans le monde intérieur a pour résultat l'optimisme et la prospérité. La prospérité intérieure se traduit par le bonheur extérieur. Le monde extérieur reflète les circonstances et les conditions de la conscience intérieure. Si nous trouvons la sagesse dans le monde intérieur, nous aurons la compréhension nécessaire pour discerner les grandes possibilités qui y sont latentes. Le pouvoir nous sera donné de manifester ces possibilités à l'extérieur. En prenant conscience de la sagesse du monde intérieur, nous prenons possession de cette sagesse. Et en prenant mentalement possession, nous entrons réellement en possession du pouvoir et de la sagesse nécessaires pour manifester les éléments essentiels à notre développement complet et harmonieux. Le monde intérieur est le monde pratique où les hommes et les femmes de pouvoir génèrent de la valeur, de l'espoir, de l'enthousiasme, de la confiance, de la sécurité et de la foi en ce qu'ils possèdent. Ils ont l'intelligence de voir la vision et la capacité pratique de la concrétiser dans la réalité. La vie est un déploiement, pas une accumulation. Ce qui nous vient du monde extérieur est ce que nous possédons déjà à l'intérieur. Toute possession est basée sur la conscience, et tout gain est le résultat d'une conscience cumulative. Toute perte est le résultat d'une conscience dissipative. L'efficacité mentale est subordonnée à l'harmonie. La discorde signifie la confusion. Ainsi, celui qui veut acquérir du pouvoir doit être en harmonie avec la loi naturelle. Nous sommes liés au monde extérieur grâce à l'esprit objectif. Le cerveau est l'organe de cet esprit et le système nerveux cérébro-spinal nous met en communication consciente avec chaque partie du corps. Ce système nerveux répond à toutes les sensations de lumière, de chaleur, d'odeur, de son et de goût. Lorsque l'esprit pense correctement, comprend la vérité et que les pensées envoyées à travers le système nerveux cérébro-spinal vers le corps sont constructives, ces sensations sont agréables et harmonieuses. Le résultat est que nous construisons la force, la vitalité et toutes les forces constructives en nous. C'est à travers cet esprit objectif que toutes les angoisses, maladies, manques, limitations et formes de discorde et d'harmonie sont admises dans nos vies par la pensée erronée. Ainsi, nous sommes liés à toutes les forces destructrices par l'intermédiaire de l'esprit objectif. Nous sommes liés au monde intérieur par l'esprit subconscient. Le plexus solaire est l'organe de cet esprit et le système nerveux sympathique anticipe toutes les sensations subjectives telles que la joie, la peur, l'amour, l'émotion, la respiration, l'imagination et tous les autres phénomènes inconscients. C'est à travers le subconscient que nous nous connectons à l'esprit universel et entrons en relation avec les forces constructives infinies de l'univers. La coordination de ces deux centres de notre être et de leurs fonctions consiste à s'accorder avec cohérence pour coordonner le fini et l'infini. Notre avenir sera entièrement sous notre contrôle et ne dépendra d'aucun pouvoir externe capricieux ou incertain. Tous conviennent qu'il existe un principe ou une conscience qui imprègne tout l'univers, occupant tout l'espace et étant fondamentalement de la même nature en chaque point de son existence. Il est tout-puissant, la sagesse est toujours présente, et tous les pensées et choses sont en elles-mêmes. Il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers qui peut penser. Lorsque cela se produit, ces pensées deviennent des objets objectifs. Comme cette conscience est omniprésente, elle doit être présente à l'intérieur de chaque individu. Chacun doit être une manifestation de cette conscience omnipotente, omnisciente et omniprésente. Comme il n'y a qu'une conscience dans l'univers capable de penser, on en déduit que la conscience de chacun est identique à la conscience universelle, ou que tout l'esprit est une seule chose. On ne peut échapper à cette conclusion. La conscience concentrée dans les cellules cérébrales d'un individu est la même que celle concentrée
dans les cellules du cerveau des autres. Chaque individu est l'individualisation de l'univers, l'esprit cosmique. L'esprit universel est une énergie statique ou potentielle et ne peut se manifester que par l'intermédiaire de l'individu qui, à son tour, ne peut se manifester que par l'univers. Les deux sont une seule et même chose, la capacité de l'individu à penser et sa capacité à agir sur l'univers et à le réaliser. La conscience humaine se résume uniquement à la capacité de l'homme à penser. On croit que l'esprit lui-même est une forme subtile d'énergie statique, à partir de laquelle émerge la pensée, qui est la phase dynamique de l'esprit. L'esprit est une énergie statique et la pensée est de type dynamique. La pensée est donc la force vibratoire qui découle de la transformation de l'esprit statique en esprit dynamique. Comme la somme de tous les attributs est contenue dans l'esprit universel qui est omnipotent, omniscient et omniprésent, ces attributs doivent toujours être présents sous forme potentielle chez chaque individu. Ainsi, lorsque l'individu pense, la pensée est naturellement obligée de s'incarner en une objectivité ou condition liée à son origine. Chaque pensée est une cause, et chaque condition est un effet. Pour cette raison, il est tout à fait essentiel de contrôler ses pensées pour qu'elles ne produisent que des résultats souhaitables. Tout le pouvoir vient de l'intérieur et est absolument sous contrôle personnel. Il provient de la connaissance personnelle et des exercices volontaires des principes. Il doit être clair que lorsque l'on acquiert une compréhension profonde de cette loi et que l'on parvient à contrôler les processus de la pensée, on peut l'appliquer à n'importe quelle condition. En d'autres termes, on aura atteint une coopération consciente avec la loi omnipotente qui est la base fondamentale de tout. La pensée universelle est le principe vital de chaque atome existant. Chaque atome s'efforce continuellement de manifester plus de vie. Tous sont intelligents et cherchent à accomplir le but pour lequel ils ont été créés. La plupart de l'humanité vit dans le monde extérieur et peu ont découvert l'intérieur. Cependant, le monde intérieur crée le monde extérieur, car il est créatif, et tout ce qui se trouve dans le monde extérieur a été créé à l'intérieur. Ce système conduira à la réalisation du pouvoir qui sera le nôtre lorsque nous comprendrons la relation entre le monde extérieur et intérieur. Le monde intérieur est la cause et l'extérieur est l'effet. Ainsi, pour changer l'effet, il faut changer la cause. Cela traite d'une idée complètement nouvelle et différente, où la plupart des hommes essayent de changer les effets en travaillant avec les mêmes résultats. Ils ne voient pas que cela revient simplement à changer une forme de détresse par une autre. Pour éliminer la discorde, nous devons éliminer la cause, et elle ne peut être trouvée que dans le monde intérieur. Tout le développement vient de l'intérieur, comme c'est évident dans toute la nature. Chaque plante, chaque animal, chaque être humain est un témoignage vivant de cette grande loi. L'erreur des époques consiste à chercher la force ou le pouvoir de l'extérieur. Le monde extérieur est la source universelle d'approvisionnement, et le monde extérieur est la sortie vers le courant. Notre capacité à recevoir dépend de notre connaissance de cette source universelle, de cette énergie infinie dont chaque individu est une émanation. Ainsi, il est un avec tout autre individu. La reconnaissance est un processus mental et l'action mentale est l'interaction de l'individu sur l'esprit universel. Comme c'est l'intelligence qui imprègne tout l'espace et anime les êtres vivants, cette action et réaction mentale sont la loi de la causalité. Cependant, ce principe ne réside pas dans l'individu, mais dans l'esprit universel. Ce n'est pas objectif, mais un processus subjectif où les résultats se manifestent dans une variété infinie de conditions et d'expériences. Pour exprimer la vie, il doit y avoir une mentalité. Rien ne peut exister s'il n'y a pas de mentalité. Tout ce qui existe est une manifestation de cette unique substance à partir de laquelle toutes les choses ont été créées et sont constamment recréées. Nous vivons dans un océan impénétrable de substances mentales plastiques. Cette substance reste vivante et active, sensible à son plus haut degré, et prend forme selon la demande mentale. Le pensée forme le moule ou la matrice à partir de laquelle la substance s'exprime.
N'oublions pas que la valeur réside uniquement dans l'application et que la compréhension pratique de cette loi substituera la pauvreté par l'abondance, l'ignorance par la sagesse, la discorde par l'harmonie et la tyrannie par la liberté. Et certainement, il ne peut y avoir de bénédiction plus grande, tant matérielle que sociale. Faites maintenant la demande. Choisissez une pièce où vous pouvez être seul et sans interruption. Asseyez-vous confortablement sans paresse. Laissez vos pensées errer où elles le veulent, mais restez immobile pendant 15 minutes ou une demi-heure. Continuez ainsi pendant 3 ou 4 jours ou une semaine jusqu'à ce que vous ayez un contrôle total de votre être physique. Beaucoup trouveront cela extrêmement difficile, d'autres le feront avec facilité. Mais il est essentiel d'avoir un contrôle total du corps avant d'être prêt à progresser. La semaine prochaine, vous recevrez des instructions pour l'étape suivante. Entre-temps, vous devriez avoir maîtrisé cette première partie. Question d'étude avec réponse. Qu'est-ce que le monde extérieur dans sa relation avec le monde intérieur? Le monde extérieur est un reflet de l'intérieur. De quoi dépend toute possession? Toute possession dépend de la conscience. Comment l'individu se rapporte-t-il au monde objectif? L'individu se rapporte au monde objectif par l'esprit objectif. Le cerveau est l'organe de cet esprit. Comment se rapporte-t-il à l'esprit universel? Il est lié à l'esprit universel par le subconscient. Le plexus solaire est l'organe de cet esprit. Qu'est-ce que l'esprit universel? C'est le principe vital de chaque atome existant. Comment l'individu peut-il agir sur l'universel? La capacité de l'individu à penser est sa capacité à agir sur l'universel et à le manifester. Quel est le résultat de cette action et interaction? Le résultat de cette action et interaction est la cause et l'effet. Chaque pensée est une cause et chaque condition est un effet. Comment obtenir des conditions harmonieuses et désirables? Les conditions harmonieuses et désirables sont obtenues par la pensée correcte. Quelle est la cause de toute discordance inharmonique? La cause de toute discordance inharmonique est la pensée erronée. Quelle est la source de tous les pouvoirs? La source de tous les pouvoirs est le monde intérieur, la source universelle d'approvisionnement, l'énergie infinie dont chaque individu est une émanation. La grande tâche est de découvrir les lois de la nature auxquelles nous devons ajuster notre pensée claire et notre perspicacité morale ont une valeur inestimable et tous les processus, même ceux de la pensée, reposent sur des bases solides. Plus la sensibilité est aiguisée, plus le jugement est acéré, plus le goût est délicat et plus les sentiments moraux sont raffinés, plus l'intelligence est subtile et plus élevée est l'aspiration, plus pure et intense sont les gratifications que l'existence nous offre. C'est pourquoi l'étude de ce qu'il y a de meilleur dans le monde procure un plaisir suprême. Les pouvoirs, les usages et les possibilités de l'esprit, sous de nouvelles interprétations, sont incomparablement plus merveilleux que les réalisations extravagantes et même les rêves de progrès matériel. La pensée est énergie, et si elle est active, c'est une énergie active. Si elle est concentrée, c'est une énergie concentrée. La pensée concentrée sur un but déterminé devient du pouvoir. C'est le pouvoir utilisé par ceux qui ne croient ni à la vertu de la pauvreté, ni à la beauté du renoncement. Ils le perçoivent comme le cours des faibles. La capacité de recevoir et de manifester ce pouvoir dépend de la capacité de reconnaître l'énergie infinie qui réside en l'homme, créant et recréant constamment son corps et son esprit, prêt à se manifester à tout moment de n'importe quelle manière. La manifestation dans la vie extérieure de l'individu sera exactement proportionnelle à la reconnaissance de cette vérité. Dans la deuxième partie, la méthode pour y parvenir est expliquée. Deuxième partie. 1. Les opérations de l'esprit se produisent de deux manières, par l'activité consciente et subconsciente. Le professeur Davidson dit que celui qui pense éclairer toute la gamme de l'action mentale avec la lumière de sa propre conscience n'est pas différent de celui qui devrait éclairer l'univers avec une lanterne. 2. Les processus logiques du subconscient se déroulent avec une certitude et une régularité qui seraient impossibles avec la possibilité d'erreur.
Notre esprit est conçu pour nous préparer aux fondements les plus importants de la cognition, tandis que nous n'avons aucune appréhension du modus operandi. 3. L'âme subconsciente, en tant qu'ami bienveillant, travaille et fait des provisions pour notre bénéfice, ne convertissant que le fruit mûr dans notre giron. Ainsi, l'analyse ultime des processus de pensée montre que le subconscient est le théâtre des phénomènes mentaux les plus importants. 4. À travers le subconscient, Shakespeare aurait dû percevoir simplement de grandes vérités cachées à l'esprit conscient de l'étudiant, comme le fait que Phidias a sculpté le marbre et le bronze, Raphaël a peint des madones et Beethoven a composé des symphonies. 5. La facilité et la perfection dépendent entièrement du degré auquel nous cessons de dépendre de la conscience. Jouer du piano, patiner, manipuler la machine à écrire, les métiers spécialisés, dépendent, pour leur parfaite exécution du processus de l'esprit subconscient, la merveille de jouer brillamment une pièce au piano tout en maintenant une conversation vigoureuse montre la grandeur de nos pouvoirs subconscients. 6. Nous sommes tous conscients de la dépendance que nous avons du subconscient, et plus nos pensées sont grandes, nobles et brillantes, plus il est évident pour nous que l'origine est au-delà de notre connaissance. Nous sommes dotés du sens du toucher, du cinquième sens de la beauté artistique, musicale, etc., dont nous ignorons complètement l'origine. 7. La valeur du subconscient est énorme. Il nous inspire et nous avertit, nous fournit des noms, des faits et des scènes du magasin de la mémoire, dirige nos pensées et nos goûts, en plus d'accomplir des tâches complexes que l'esprit conscient ne peut pas accomplir. 8. Nous pouvons marcher à volonté, lever le bras quand nous le voulons et porter notre attention visuelle et sonore à n'importe quel sujet à volonté. En revanche, nous ne pouvons pas arrêter les battements de notre cœur, ni la circulation du sang, ni la croissance de la taille, ni la formation des tissus nerveux et musculaires, ni la construction des os, ni de nombreux autres processus vitaux. 9. Si nous comparons ces deux ensembles d'actions, l'un dicté par la volonté du moment et l'autre suivant le cours majestueux et rythmique qui n'est soumis à aucune hésitation, au contraire, il est constant à chaque instant, nous restons émerveillés et demandons à ce qu'on nous explique le mystère. Nous observons immédiatement que ce sont les processus vitaux de notre vie physique, et nous ne pouvons éviter de remarquer que ces fonctions importantes sont retirées du domaine de notre volonté extérieure, avec ses variations et transitions sous la direction d'un pouvoir intérieur permanent et fiable. 10. De ces deux pouvoirs, l'extérieur et changeant a été appelé la conscience ou l'esprit objectif des objets extérieurs. Le pouvoir intérieur est appelé l'inconscient ou l'esprit subjectif, et en plus de son travail mental, il contrôle les fonctions régulées qui rendent possible la vie physique. 11. Il est nécessaire d'avoir une compréhension claire de leurs fonctions respectives sur le plan mental, ainsi que de quelques principes fondamentaux en percevant et en opérant à travers les 5 sens physiques. La conscience s'occupe des impressions et des objets de la vie extérieure. 12. Elle a la faculté de déduction qui entraîne la responsabilité de choisir et le pouvoir de raisonner, que ce soit de manière inductive, déductive, analytique ou syllogistique, ce qui peut se développer à un haut degré. Elle est le siège de la volonté avec toutes les énergies qui en découlent. 13. Elle peut non seulement impressionner d'autres esprits, mais aussi diriger l'inconscient. Ainsi, la conscience devient la gouvernante et le gardien responsable de l'inconscient. C'est cette fonction élevée qui peut complètement inverser les conditions de notre vie. 14. Il est souvent vrai que les conditions de peur, d'inquiétude, de pauvreté, de maladie, de manque d'harmonie et de maux de toutes sortes nous dominent en raison des fausses suggestions acceptées par l'inconscient. Une conscience entraînée peut les éviter complètement grâce à son action protectrice vigilante. On peut l'appeler à juste titre le gardien à la porte du grand domaine de l'inconscient. 15. Un écrivain a exprimé la principale différence entre les deux phases de l'esprit. La conscience est la volonté raisonnée et l'inconscient est le désir instinctif, résultat de la volonté raisonnée passée. 16.
L'inconscient fait des inférences justes et précises grâce à des prémices provenant de sources externes. Lorsque la prémisse est vraie, l'inconscient arrive à une conclusion impeccable, mais lorsque la prémisse est fausse, toute sa structure s'effondre. L'inconscient ne participe pas au processus de vérification, il fait plutôt confiance à la conscience, le gardien de la porte, pour le protéger des impressions erronées. 17. En recevant toute suggestion comme vraie, l'inconscient agit immédiatement sur elle dans tout son vaste champ de travail. La conscience peut suggérer la vérité ou l'erreur. Si c'est cette dernière, c'est un danger considérable. 18. La conscience doit être en état d'alerte à toutes les heures d'éveil. Si le gardien est hors service, ou si son jugement calme est suspendu dans certaines circonstances, alors l'inconscient désarmé est ouvert à la suggestion d'autres sources. Pendant l'excitation sauvage de la panique ou pendant l'emprise de la colère, des impulsions irraisonnées ou à tout autre moment de passion débridée, les conditions sont bien plus dangereuses. L'inconscient est alors ouvert à la suggestion de la peur, de la haine, de l'égoïsme, de l'avarice. 19. L'inconscient perçoit par intuition, c'est pourquoi ces processus sont rapides. Il n'attend pas les méthodes lentes du raisonnement conscient, en partie parce qu'il ne peut pas les utiliser. 20. L'inconscient ne dort jamais, ne se repose jamais, tout comme le cœur ou le sang. Il a été prouvé que, en déclarant clairement à l'inconscient certaines choses qui doivent être accomplies, il se met en marche à travers des forces qui conduisent au résultat. Voici une source de pouvoir qui nous met en contact avec l'omnipotence, un principe profond qui mérite notre étude la plus sérieuse. 21. Le fonctionnement de cette loi est intéressant. Ceux qui la mettent en pratique constatent que lorsqu'ils rencontrent la personne avec laquelle ils anticipent une entrevue difficile, quelque chose est là avant eux et a résolu les prétendues différences. Tout a changé et est devenu harmonieux. Ainsi, lorsqu'un problème d'affaires compliqué se présente, ils peuvent prendre leur temps et choisir la solution appropriée. Tout est parfaitement arrangé. En effet, ceux qui ont appris à faire confiance à l'inconscient trouvent des ressources infinies à leur disposition. L'inconscient est celui qui cède à nos principes et aspirations, c'est la source de nos idéaux artistiques et altruistes, qui ne peuvent être renversés que par un processus élaboré et progressif de sapement des principes innés. L'inconscient ne peut pas argumenter ni débattre, donc si des suggestions erronées ont été acceptées, la méthode sûre pour les surmonter est l'utilisation d'une contre-suggestion fréquemment répétée que l'esprit doit accepter pour former de nouveaux et saines habitudes de pensée quotidienne. Parce que l'inconscient est le siège de l'habitude, ce que nous faisons encore et encore devient mécanique et n'est plus un acte de jugement. Il a plutôt usé ses traces dans l'inconscient. C'est favorable pour nous, car que l'habitude soit saine ou correcte, si elle est nuisible et erronée, le remède réside dans la reconnaissance de l'omnipotence de l'inconscient et la suggestion de la liberté actuelle. L'inconscient étant créatif et uni à notre source divine, créera immédiatement la liberté suggérée. En résumé, les fonctions normales de l'inconscient du côté physique sont liées aux processus réguliers et vitaux, à la préservation de la vie et à la restauration de la santé, à la prise en charge de la descendance, y compris un désir instinctif de préserver toute vie et d'améliorer les conditions en général. Du côté mental, c'est le magasin de la mémoire, car il abrite les grands messagers de la pensée qui travaillent sans entrave dans le temps ou l'espace, étant la source de l'initiative pratique et des forces constructives de la vie, le siège de l'habitude. Du côté spirituel, c'est la source des idéaux, de l'aspiration et de l'imagination, étant le canal par lequel nous reconnaissons notre source divine, et à mesure que nous reconnaissons cette divinité, nous comprenons la source d'eux. Quelqu'un peut demander comment l'inconscient peut changer les conditions. C'est parce que l'inconscient fait partie de l'esprit universel et une partie doit être de la même qualité que l'autre, la seule différence étant le degré. Tout est créatif, il est le seul créateur existant. Donc, nous trouvons l'esprit créatif, et comme la pensée est la seule activité de l'esprit, elle doit aussi être créative. Mais nous réaliserons qu'il y a une grande différence entre simplement penser
et diriger notre pensée consciente de manière systématique et constructive. Lorsque nous faisons cela, nous mettons notre esprit en harmonie avec l'esprit universel, étant en accord avec l'infini, nous mettons en marche la force la plus puissante de l'existence, le pouvoir créatif de l'esprit universel. Cela, comme tout, est régi par la loi naturelle, la loi de l'attraction, où l'esprit est créatif et se lie automatiquement à son objet pour le manifester. La semaine dernière, vous avez reçu un exercice dans le but d'assurer le contrôle du corps physique. Si vous avez réussi, vous êtes prêt à avancer. Cette fois, commencez à contrôler vos pensées. Si possible, prenez toujours la même pièce, la même chaise et la même position. Dans certains cas, il n'est pas pratique de prendre la même pièce, mais dans ce cas, utilisez simplement au mieux les conditions à votre disposition. Maintenant, restez très immobile comme avant, mais inhibez toute pensée. Cela vous donnera le contrôle sur vos pensées de préoccupation, d'inquiétude et de peur, permettant d'entretenir uniquement le type de pensée que vous souhaitez. Continuez cet exercice jusqu'à acquérir un contrôle complet. Vous ne pourrez faire cela que quelques instants à la fois, mais l'exercice est précieux car c'est une démonstration pratique du grand nombre de pensées qui tentent constamment d'accéder à votre monde mental. La semaine prochaine, vous recevrez des instructions pour un exercice qui peut être un peu plus intéressant, mais il est nécessaire que vous maîtrisiez d'abord celui-ci. La cause et l'effet sont absolus et sans déviation dans le royaume caché de la pensée, tout comme dans le monde des choses visibles et matérielles. L'esprit est le maître tisseur à la fois de la robe intérieure, du caractère et de la robe extérieure des circonstances. James Allen. Question d'étude de la deuxième partie avec réponse. 11. Quels sont les deux modes d'activité mentale, le conscient et le subconscient? De quoi dépendent la facilité et la perfection? La facilité et la perfection dépendent entièrement du degré auquel nous cessons de dépendre de l'esprit conscient. Quelle est la valeur du subconscient? Elle est énorme, car elle nous guide, nous avertit, contrôle les processus vitaux et est le siège de la mémoire. Quelles sont certaines des fonctions de l'esprit conscient? Elle a la faculté de discrimination, le pouvoir de raisonner, et est le siège de la volonté, pouvant impressionner le subconscient. Comment a été exprimée la distinction entre le conscient et le subconscient? L'esprit conscient est la volonté raisonnée. L'esprit subconscient est le désir instinctif résultant de la volonté raisonnée passée. Quelle méthode est nécessaire pour impressionner le subconscient? Exprimer mentalement ce que l'on souhaite. Quel sera le résultat si le désir est en harmonie avec le mouvement d'avancement du tout? Les forces qui produiront le résultat seront mises en marche. Quel est le résultat du fonctionnement de cette loi? Notre environnement reflète les conditions correspondant à l'attitude mentale prédominante que nous entretenons. À quelle loi a-t-on donné un nom? La loi de l'attraction. Comment la loi s'établit-elle? La pensée est une énergie créative et la pensée se corrèle. Par conséquent, la pensée est la cause et les expériences que vous rencontrez dans la vie sont l'effet. Éliminez toute tendance probable à vous plaindre des conditions naturelles telles qu'elles sont, car il dépend de vous de les changer et de les rendre telles que vous aimeriez qu'elles soient. Dirigez vos efforts vers la réalisation des ressources mentales, toujours à votre disposition. De là vient tout le pouvoir réel et durable. Persistez dans cette pratique jusqu'à ce que vous compreniez le fait qu'il ne peut y avoir aucun échec dans la réalisation de tout objectif approprié dans la vie, pourvu que vous compreniez votre pouvoir et que vous persistiez dans votre objectif, car les forces de l'esprit sont toujours prêtes à réaliser une volonté avec un but. Cela est l'effort de cristalliser la pensée et le désir en action, événements et conditions, de telle manière que chaque fonction de la vie et chaque action soit le résultat de la pensée consciente. Les actions habituelles deviennent automatiques et la pensée qui les guide passe au subconscient. Bien qu'ayant la même intelligence, il est nécessaire que cela soit automatique ou subconscient pour que l'esprit autoconscient puisse s'occuper d'autre chose. Les nouvelles actions deviendront habituelles, puis automatiques et ensuite subconscientes, afin que l'esprit puisse se libérer à nouveau de ce détail et progresser vers la réalisation d'autres activités.
Lorsque vous réalisez cela, vous aurez trouvé une source de pouvoir qui vous permettra de prendre en charge n'importe quelle situation de la vie qui pourrait se présenter. Troisième partie, l'interaction nécessaire entre l'esprit conscient et le subconscient nécessite une interaction entre les systèmes nerveux correspondants. Le juge Stewart indique le magnifique moyen par lequel cette interaction s'effectue. Il dit que le système cerveau-spinal est l'organe de l'esprit conscient et le système sympathique est l'organe du subconscient. Le cerveau spinal est le canal par lequel nous recevons la perception consciente des sens physiques et exerçons le contrôle sur les mouvements du corps. Ce système nerveux a son centre dans le cerveau. Le système sympathique a son centre dans un amas ganglionnaire situé à l'arrière de l'estomac, connu sous le nom de plexus solaire, et il est le canal de cette action mentale qui soutient inconsciemment les fonctions vitales du corps. La connexion entre les deux systèmes se fait par le nerf vague qui sort de la région cérébrale comme une partie du système volontaire, envoyant des branches au cœur et aux poumons, puis passant par le diaphragme qui perd son revêtement extérieur et s'identifie avec les nerfs du système sympathique, formant ainsi un lien de connexion entre les deux et faisant de l'homme physiquement une entité unique. Nous avons vu que toute pensée est reçue par le cerveau, qui est l'organe de la conscience, où elle est soumise à notre pouvoir de raisonnement. Lorsque l'esprit objectif est convaincu que la pensée est vraie, il l'envoie au plexus solaire ou au cerveau de l'esprit subjectif pour qu'elle devienne réalité et sorte dans le monde. Alors, elle n'est plus sujette à aucun argument. L'esprit subconscient ne peut pas argumenter, il agit simplement et accepte les conclusions de l'esprit objectif comme définitives. Le plexus solaire a été comparé à la somme du corps, car il est un point central de distribution de l'énergie que le corps génère constamment. Cette énergie est très réelle, et ce soleil est également réel, où l'énergie est distribuée par des nerfs très réels vers toutes les parties du corps. Elle est libérée dans une atmosphère qui enveloppe le corps. Si cette radiation est assez forte, on dit que la personne est magnétique, car elle est remplie de magnétisme personnel. La personne peut exercer un immense pouvoir pour le bien, et sa simple présence a généralement un effet apaisant sur les esprits affligés avec lesquels elle entre en contact. Lorsque le plexus solaire est en fonctionnement actif et irradie la vie, l'énergie et la vitalité à chaque partie du corps, à chaque personne qu'il rencontre, les sensations sont agréables, le corps est rempli de santé, et ceux qui entrent en contact avec lui éprouvent une sensation agréable. S'il y a une interruption de cette radiation, les sensations sont désagréables, le flux de vie et d'énergie dans une partie du corps s'arrête et cause tout mal pour la race humaine, que ce soit physique, mental ou environnemental. Physiquement, c'est parce que le soleil du corps ne génère plus suffisamment d'énergie pour vitaliser une zone du corps. Mentalement, c'est parce que l'esprit conscient dépend du subconscient pour obtenir la vitalité nécessaire pour soutenir sa pensée. Environnementalement, c'est parce que la connexion entre son esprit subconscient et l'universel est interrompue. Le plexus solaire est le point où la partie rencontre le tout, où le fini devient infini, et l'incréé se transforme en créé. L'universel s'individualise, le visible devient visible. C'est le point où la vie apparaît, et il n'y a pas de limite à la quantité de vie qu'un individu peut générer depuis ce centre solaire. Ce centre d'énergie est omnipotent, car il est le point de contact avec toute la vie et toute l'intelligence. Par conséquent, il peut accomplir tout ce qui lui est indiqué. C'est le pouvoir de l'esprit conscient. De son côté, le subconscient peut mettre en œuvre les plans et idées suggérés par l'esprit conscient. La pensée consciente est le maître de ce centre solaire d'où coule la vie et l'énergie de tout le corps. De plus, la qualité de la pensée que nous entretenons détermine la qualité de la pensée que ce soleil irradie. La nature de la pensée que notre esprit conscient abrite déterminera la nature de la pensée que ce soleil irradie, et donc la nature de l'expérience résultante. Ainsi, il est évident que tout ce que nous avons à faire est de laisser rayonner notre lumière. Plus nous irradions d'énergie, plus nous serons rapidement capables de transformer les conditions indésirables en sources de plaisir et de bénéfices. La question importante est comment laisser cette lumière briller
et comment générer de l'énergie. La pensée non résistante élargit le plexus solaire, tandis que la pensée résistante le contracte. La pensée agréable l'élargit, la désagréable la contracte. Les pensées de courage, de pouvoir, de confiance et d'espoir produisent un état correspondant. L'unique archi-ennemi du plexus solaire doit être complètement détruit avant que la lumière puisse briller. L'émergence de la peur doit être éliminée et expulsée pour toujours, car elle est le nuage qui cache le soleil, provoquant une obscurité éternelle. C'est ce démon personnel qui fait craindre aux hommes le passé, le présent et le futur, qui les fait craindre eux-mêmes, leurs amis et leurs ennemis, qui les fait craindre tout ce qui existe. Lorsque la peur est complètement détruite, votre lumière brillera, les nuages se disperseront, et vous aurez trouvé la source de pouvoir, d'énergie et de vie. Lorsque vous découvrirez que vous êtes vraiment un avec le pouvoir infini et que vous pouvez matérialiser consciemment ce pouvoir, une démonstration pratique de votre capacité à surmonter les adversités à travers votre pensée vous rendra intrépide. La peur aura été détruite et vous aurez acquis votre droit de naissance. C'est notre attitude mentale envers la vie qui détermine les expressions auxquelles nous serons confrontés. Si nous n'attendons rien, nous n'aurons rien. Si nous exigeons beaucoup, nous recevrons davantage. Le monde est rude, mais seulement pour ceux qui ne se valorisent pas. La critique du monde est amère uniquement pour ceux qui ne peuvent pas donner une place à leurs idées. La peur de cette critique fait que de nombreuses idées ne voient pas le jour. Mais l'homme qui sait qu'il a un plexus solaire ne craindra ni les critiques ni rien d'autre. Il sera trop occupé à rayonner courage, confiance et pouvoir. De plus, il anticipera le succès. Avec son attitude mentale, il brisera les barrières et sautera par-dessus l'abîme du doute et de l'hésitation que la peur met sur son chemin. La connaissance de notre capacité à rayonner consciemment la santé, la force et l'harmonie nous fera comprendre qu'il n'y a rien à craindre, car nous sommes en contact avec la force infinie. Cette connaissance ne peut être acquise que par l'application pratique de ces principes. On apprend en faisant, car c'est à travers la pratique que l'athlète devient puissant. Comme la déclaration suivante est d'une importance considérable, je la présenterai de plusieurs manières pour que vous puissiez en saisir pleinement la signification. Si vous avez une inclination religieuse, laissez briller votre lumière. Si votre esprit penche vers la physique, réveillez le plexus solaire. Si vous préférez une interprétation strictement scientifique, imprégnez votre subconscient. J'ai déjà mentionné quel sera le résultat de cette impression. C'est la méthode qui vous intéresse maintenant. Vous avez déjà appris que le conscient est intelligent et créatif, et répond à la volonté de l'esprit conscient. Quelle est alors la manière la plus naturelle de causer l'impression souhaitée? Concentrez-vous mentalement sur l'objet de votre désir, vous impressionnerez ainsi le subconscient. Ce n'est pas la seule façon, mais c'est simple et efficace, direct. Par conséquent, la manière d'assurer les meilleurs résultats est la méthode qui produit des résultats si extraordinaires que beaucoup pensent qu'il s'agit de miracles. C'est la méthode par laquelle tout grand inventeur, tout grand financier et tout homme d'État ont pu convertir la force subtile et invisible du désir en réalités tangibles et concrètes dans le monde objectif. L'esprit subconscient est une partie de l'esprit universel qui est le principe créatif de l'univers. Une partie doit être du même type et de la même qualité que le tout. Cela signifie que ce pouvoir créatif est complètement illimité et n'est lié à aucun type de précédent. Il n'y a donc aucun modèle préexistant auquel appliquer son principe constructif. Nous avons découvert que l'esprit subconscient répond à notre volonté consciente, ce qui signifie que le pouvoir créatif illimité de l'esprit universel est sous le contrôle de l'esprit conscient de l'individu. En faisant une application pratique de ce principe, selon les exercices donnés dans les leçons suivantes, il est bon de se rappeler qu'il n'est pas nécessaire de détailler la méthode par laquelle le subconscient produira les résultats que vous souhaitez. Le fini ne peut informer l'infini. Vous devez simplement dire ce que vous désirez, et non comment l'obtenir. Vous êtes le canal par lequel l'indifférencié se différencie, et cette distinction est réalisée par appropriation. Seule la reconnaissance est nécessaire
pour mettre en marche les choses qui apporteront des résultats selon votre désir. Cela se produit parce que l'universel ne peut agir que par l'individu, et celui-ci peut agir uniquement par l'universel, les deux ne faisant qu'un. Pour votre exercice de cette semaine, je vous demanderai d'aller un peu plus loin. Je veux que vous ne restiez pas seulement parfaitement immobile et que vous éloigniez toute pensée de vos possibilités, mais que vous vous détendiez et vous relâchiez, laissant les muscles prendre leurs conditions naturelles. Cela éliminera toute pression sur les nerfs et avec elle, cette tension qui produit constamment une fatigue physique. La relaxation physique est un exercice volontaire et l'exercice sera d'une grande valeur car il permet à le sang circuler librement dans le cerveau et le corps. La tension conduit à une agitation mentale et à une activité anormale de l'esprit. Elle produit des inquiétudes, de l'agitation, de la peur et de l'anxiété. Par conséquent, la relaxation est une nécessité absolue pour permettre aux facultés mentales d'exercer la plus grande liberté. Faites cet exercice de manière exhaustive et complète, déterminant mentalement que vous allez détendre chaque muscle et nerf jusqu'à ce que vous vous sentiez calme, reposé et en paix avec vous-même et avec le monde. Le plexus solaire sera alors prêt à fonctionner et vous serez surpris du résultat. Question d'étude de la 3e partie, avec réponse. Quel système nerveux est l'organe de l'esprit conscient? Le système cerveau-spinal. Quel système nerveux est l'organe de l'esprit subconscient? Le système sympathique. Quel est le point central de distribution de l'énergie que le corps génère constamment? Le plexus solaire. Comment cette distribution peut-elle être interrompue? Par des pensées résistantes, critiques et discordantes, mais surtout par la peur. Quel est le résultat de l'interruption? Tous les maux qui affligent la race humaine. Comment cette énergie peut-elle être contrôlée et dirigée par la pensée consciente, en reconnaissant et comprenant la véritable fonction de tout pouvoir? Qu'est-ce qui détermine les expériences que nous rencontrons dans la vie? Notre attitude mentale prédominante. Comment pouvons-nous éveiller le plexus solaire en nous concentrant mentalement sur la condition que nous souhaitons manifester dans notre vie? Par la pensée consciente. Quel est le principe créateur de l'univers? L'esprit universel.